Et bien, on parle santé mentale ce matin. 3 ans après le lancement du projet territorial de santé mentale de Guyane, les premières assises de la santé mentale se déroulent en ce moment depuis lundi à Cayenne. Une quarantaine d'intervenants sont présents pour prendre la parole devant 150 professionnels, avec à terme l'objectif d'améliorer le parcours de soins, mais aussi la coordination entre tous les acteurs, car le domaine de la santé mentale est vaste, des grandes maladies mentales, schizophrénie, troubles bipolaires, à la souffrance psychique, les troubles anxieux, les états dépressifs, les addictions, sans parler de la souffrance au travail ou même à la santé des jeunes et des enfants, puisqu'on le rappelle, depuis ces dernières années, de nombreux rapports pointent une augmentation des troubles psychiques chez les enfants et les adolescents. Pour en parler, 2 invités ce matin, le professeur Franck Bellivier, bonjour. Bonjour. Je crois que nous avons un petit problème de micro. Si Kylian m'entend et s'il pouvait revenir pour relancer le micro, ce serait parfait. En attendant, je présente la deuxième invitée qui est à vos côtés, Sonia Dacruz. Bonjour également. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du projet territorial de santé mentale. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de ces assises et comprendre à quoi vont servir ces 2 journées de réflexion qui sont organisées. Sonia Dacruz, il y a 2 ans, il y avait eu en Guyane la semaine de la santé mentale, puis l'an dernier des semaines d'information sur la santé mentale. Aujourd'hui, cette semaine, ce sont les assises de la santé mentale. Il y a quoi de différent cette année par rapport à ce que vous avez organisé en 2022 et en 2023? Oui, alors déjà effectivement les semaines d'information sur la santé mentale, c'est un événement effectivement à l'initiative du national et qui a pour mission de réunir tous les acteurs de tous les territoires et qui est effectivement une demande donc nationale à l'invitation du national pour tous les acteurs de santé mentale, que les citoyens, à destination de la population générale. Voilà, donc ça c'est pas la même chose. Donc ce sont les assises que nous organisons cette année, pardon. C'est un événement effectivement à l'initiative de la direction générale de l'ARS et à la demande des acteurs du territoire à destination des professionnels. C'est la grande différence. L'objectif principal des semaines d'information, c'est une date nationale tous les ans au mois d'octobre. Là, c'est vraiment à destination de la population générale et tout un chacun. Les citoyens sont invités à s'y inscrire, à proposer les associations, à proposer des actions, la population, les mairies. Voilà. Et là, ce sont vraiment des assises qu'on organise, un événement inédit en Guyane à destination des professionnels, à la demande des professionnels, pour améliorer la coordination et faire avancer justement cette feuille de route territoriale. On reviendra évidemment sur le cas bien précis de la Guyane. Un mot d'abord, Franck Bellivier, sur votre action au niveau national. Vous êtes le premier délégué ministériel qui a été nommé à la santé mentale et à la psychiatrie. On le sait, c'est un secteur qui est souvent considéré comme le parent pauvre de la médecine. Vous êtes en poste depuis 2019, depuis 5 ans. C'est quoi le regard que vous portez sur les évolutions, les moyens et la prise de conscience aussi qu'il y a urgence à faire quelque chose? Alors en général, mais c'est vrai aussi en Guyane, puisque c'est mon 3e séjour en Guyane, les choses évoluent vite. Oui. Et puisqu'on est là pour parler de la Guyane au moment de ces premières assises, eh bien les choses bougent en Guyane. Alors la crise Covid et l'épidémie entre guillemets de dégradation de la santé mentale à l'intérieur de l'épidémie nous a beaucoup aidé pour une prise de conscience sociétale, mais aussi une forte mobilisation des acteurs pour dire on est inadéquate dans nos réponses pour répondre, comme vous l'avez dit en introduction, aux situations de souffrance psychique, mais aussi aux situations que connaissent les personnes qui ont une pathologie psychique. Et c'est avec maintenant 5 ans de recul, eh bien, on assiste à une forte mobilisation pour mettre au point ces parcours en santé mentale, pour mieux répondre aux besoins des populations. Et ces parcours en santé mentale convoquent à leur chevet une très grande diversité d'acteurs, et c'est ça qui en feront leur efficacité. Et je dois dire, lors de ce 3e passage en Guyane, c'est que, et on le voit bien dans la richesse du programme de ces premières assises, que cette forte mobilisation d'acteurs, elle est là aujourd'hui, et avec des projets très très innovants. J'ai l'habitude de dire sur un certain nombre de domaines d'ailleurs, la médiation en santé mentale, les approches communautaires, des actions résolues en direction des déterminants de santé mentale. Et on ne le faisait pas tout ça auparavant? Alors, pas de manière aussi prescrite par le national, avec finalement un engagement politique et financier qui est tout à fait inédit et qui ruisselle, je dirais, au niveau local, et qui propose des modes d'organisation et puis surtout qui propose un suivi
de la mobilisation de ces acteurs et de la mise en œuvre de ces projets très concrets, de la déclinaison opérationnelle des choses. Oui, j'ai l'habitude de dire que sur ces particularités guyanaises, eh bien, il y a un ensemble de réponses qui sont alors sous forme d'expérimentation ou sous forme de projets maintenant qui sont arrivés à maturité, qu'il y a la Guyane est pour certaines choses importantes. Les approches communautaires, la médiation en santé, un laboratoire d'innovation très inspirant pour nous. Sonia Dacruz, pour continuer ce que le professeur Bellivier a commencé à dire, ce qui a véritablement changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a davantage de suivi dans ce qui est mis en place, dans les décisions qui sont prises et dans l'élaboration d'une véritable feuille de route pour voir aussi les effets de ce qui est décidé. Tout à fait. C'était une très forte demande des acteurs. C'est vrai que le PTSM a vraiment, donc le projet territorial santé mentale Guyane, a vraiment mobilisé les acteurs et ils se sont tout de suite en fait vraiment réunis par groupe de travail. Et c'est vrai que il y a eu on était à 180 participants pour élaborer le diagnostic territorial partagé et à peu près plus d'une centaine toujours pour élaborer les axes stratégiques et mettre en place les premiers groupes de travail. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite vu cette volonté des partenaires de se coordonner, d'être accompagnés aussi. Ils ont vraiment demandé à être accompagnés et de mettre en place des actions interpartenariales. Ça, c'est vrai que tout de suite, on a senti la différence avec la venue effectivement de cette feuille de route. Et aujourd'hui, effectivement, 3 ans après, on note bien effectivement l'évolution qualitative, les réseaux d'entraide, les réseaux surtout entre les professionnels non santé mentale et professionnels santé mentale, les aidants également. On essaie effectivement, on aimerait bien faire un petit focus également sur les aidants et les usagers qui sont évidemment souvent invités à nos événements, mais qui ne sont pas toujours au rendez-vous parce qu'effectivement il y a aussi la question du tabou, parce qu'il y a peut-être aussi le manque d'information à destination de la population générale. D'où l'importance des semaines d'information sur la santé mentale, d'actions à destination également du grand public. Sur ce point-là, Franck Bellivier, on entend souvent parler de coordination entre tous les acteurs dans le domaine de la santé et plus précisément dans celui de la santé mentale, puisqu'il y a énormément de personnes qui agissent d'une manière ou d'une autre à ce niveau-là et beaucoup de facteurs à prendre en compte, le contexte social, l'accès aux services publics, les facteurs génétiques, enfin je vais pas faire la liste, il y a beaucoup de choses. À quel point c'est difficile de réunir autour d'une même table, on va dire tous les acteurs qui interviennent sur ce sujet-là pour que toutes ces personnes travaillent dans le même sens, j'ai envie de dire. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le fonctionnement des administrations est propre et trouver des articulations fonctionnelles entre des administrations qui ne travaillent pas ensemble, ça n'est pas simple. Ensuite, il y a les acteurs du social, du médico-social, du sanitaire, du logement, les élus ne parlent en fait pas le même langage. Oui. Et se réunir autour d'une cause commune, ça nécessite une déformation croisée ou en tout cas que s'installe un dialogue où finalement chaque expertise va pouvoir s'exprimer au service d'un objectif commun, mais les organisations multisectorielles se heurtent justement à cette acculturation croisée qui prend du temps et qui nécessite beaucoup de bonne volonté. Il faut que le point de départ, que le socle, ce soit la volonté de travailler ensemble, et c'est ce que Madame Dacruz a bien expliqué. Ensuite, il y a des logiques, il y a aussi des facteurs qui freinent la coopération, qui sont liés à la difficulté d'organiser une coopération financière. Les modes de financement des communes, le mode de financement du médico-social, du social, du sanitaire, les règles du jeu sont pas du tout les mêmes. Et donc il faut des approches très incitatives pour dire oui, mais enfin si les projets sont communs, on doit trouver le moyen de mettre en place de la coopération financière. Et puis Madame Dacruz l'a dit également, la résultante de tout ça et qui fait le carburant de cette démarche commune, c'est le retour que peuvent nous faire les aidants et les familles. C'est-à-dire que les projets qui sont proposés soient au rendez-vous des besoins des personnes. Donc il nous faut une représentation des usagers, des personnes concernées, de leurs familles, des aidants, pour exprimer à la fois le besoin et à la fois la satisfaction du besoin
Et je pense que là, il faut aussi des démarches incitatives. Je pense que l'émission d'aujourd'hui est aussi un appel à se manifester et à se faire connaître pour militer du point de vue des personnes concernées. Pour qu'on se rende compte finalement de ce que ça implique concrètement, quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise coordination, d'un mauvais travail, on va dire, de tous les acteurs, directement pour les premiers concernés qui sont les patients? Je peux vous donner un exemple? Allez-y, bien sûr, oui. À l'hôpital, on forme les internes. Et les jeunes médecins en formation ont tendance souvent à considérer, parce qu'ils ont eu à prendre en charge des patients qui allaient très mal, peuvent être enclins à penser que le travail est terminé quand le patient sort de l'hôpital. En fait, c'est le contraire. Le travail commence quand le patient sort de l'hôpital, parce que lui, ce qu'il vit, c'est un parcours de soins, mais aussi un parcours de vie. Et finalement, dans son parcours, et si on veut être efficace pour prévenir la rechute et le retour à l'hôpital, eh bien, il va falloir agir sur un nombre très important d'autres facteurs. Le logement, la formation, l'insertion sociale, l'accès aux loisirs, l'accès au sport. Tous ces ingrédients-là sont des éléments de continuité de parcours et qui vont faire que la personne va pouvoir se rétablir et avec une prévention efficace de la rechute pour éviter effectivement la rechute et la réhospitalisation. Donc pour répondre à votre question, donc c'est grâce à cette articulation que cette continuité va pouvoir être mise en place. Là-dessus, Sonia Dacruz, sur le suivi, on va dire l'homogénéité du parcours de soins d'un patient sur la Guyane, quand vous regardez la situation d'il y a 2-3 ans et celle d'aujourd'hui, est-ce que vous constatez une évolution qui va dans le bon sens? Oui, tout à fait. Oui, et puis c'est vraiment l'objectif effectivement principal, éviter les ruptures de soins, les ruptures de parcours. Je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire professeur Bellivier, la question effectivement de l'articulation avec les acteurs de la réinsertion. Là aujourd'hui justement, ça sera un petit peu l'objet de ces assises. On va être beaucoup sur l'accès au logement, le maintien dans le logement, l'accompagnement de publics spécifiques et voilà qui sont effectivement qui ont passé effectivement cette phase malheureusement des troubles psychiques ou du handicap et comment effectivement leur proposer quelque chose et éviter de revenir à la case départ. On verra aussi les personnes sous main de justice aujourd'hui. C'est une vraie question également. On a vraiment eu à cœur de ne pas mettre dans cet atelier que des personnes déjà du domaine, parce que le risque, en fait, vous avez bien compris, le PTSM, l'objectif, c'est vraiment la transdisciplinarité, l'échange de regards. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'ait pas que des gens du carcéral dans l'atelier à destination des personnes sous main de justice, qu'on n'ait pas que des acteurs du logement dans l'atelier logement, parce que ça peut être une tendance un petit peu naturelle des acteurs. Donc voilà, on a veillé à ce qu'il y ait des psychiatres, des pédopsychiatres, des associations, des aidants, un petit peu dans toutes ces thématiques, parce qu'en fait, si on n'a que des personnes du carcéral pour les personnes sous main de justice, ce sont des personnes qui sortent de prison. Qui que chaque professionnel en fait est conscient de ce qui se passe. Exactement, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu sociétal et c'est effectivement c'est important effectivement le vivre ensemble, la réinsertion de ces personnes, comme le disait professeur Bellivier, dans un parcours de vie au-delà d'un parcours de soins. J'ai l'impression que, aujourd'hui on utilise énormément l'expression santé mentale, la santé mentale au travail, celle des jeunes, des étudiants, même des sportifs. Là, on en a entendu parler pendant les Jeux Olympiques. Il y a des applications pour prendre soin de soi. Il y a des podcasts. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en train de se créer à ce niveau-là. Il y a quelques années, on en parlait beaucoup moins. Est-ce que ça traduit un changement de mentalité, Franck Bellivier, moins de clichés, moins de tabous aussi? On en parle quand même un petit peu plus et un petit peu mieux qu'auparavant. Là encore, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Premier facteur, la crise Covid, où on a vu les indicateurs de santé mentale, anxiété, dépression, addiction, troubles du sommeil se dégrader beaucoup pendant la crise Covid, puis dans les suites de la crise Covid, et ça ne retombe pas. À l'intérieur de ce signal populationnel, il y a des sous-groupes de la population qui sont plus particulièrement concernés par cette dégradation des indicateurs de santé mentale, les jeunes, les femmes, en particulier quand elles sont isolées. Et donc ça, c'est un premier facteur. Il s'est passé quelque chose pendant cette crise Covid. Je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de revenir sur la compréhension que l'on a de cette épidémie dans l'épidémie, entre guillemets. Mais ça, c'est un premier facteur qui a contribué à une prise de conscience. Oui, ça a été un coup d'accélérateur finalement pour la prise de conscience de tous ces sujets. Pour la prise de conscience, ça a été, lorsque ce signal épidémiologique a été détecté, il y a eu des campagnes importantes à destination
des publics spécifiques, mais aussi à destination de la population générale. Je pense en particulier à celle qui disait en parler, c'est déjà se soigner. Donc sortons de la clandestinité, parlons de ces questions-là, faisons-nous connaître, cherchons de l'aide. Et puis beaucoup de communication aussi sur les ressources qui aident. Je pense qu'il y a un deuxième facteur, c'est il y a un effet générationnel. La jeune génération est beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là. Sur les réseaux sociaux, on en parle. À parler de soi, de ses problèmes. De soi, de ses problèmes, des idées suicidaires, des situations de harcèlement. Je pense qu'un effet indirect de MeToo sur encourager la prise de parole dans les situations de harcèlement, dans les situations de violence. Donc il y a un coming out dans de nombreux domaines qui sont pas directement, mais pas non plus complètement orthogonaux à ces questions de santé mentale. Bien, et puis je crois quand même que l'engagement politique est tout à fait inédit, engagement politique et financier. Le président Macron en a fait sa cause. Il a commandé et ouvert les assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021. Agnès Buzyn a lancé cette feuille de route. Je pense que l'engagement politique est aussi un élément important pour déstigmatiser, en faire une priorité des politiques publiques. Ça joue aussi un rôle. Voilà. On peut rajouter à ça à l'occasion des JO, des sportifs très connus qui ont fait leur coming out sur leur propre santé mentale, sur l'importance d'une bonne santé mentale pour atteindre la performance sportive, mais la recherche de la performance sportive comme un facteur qui peut impacter la santé mentale. Des grands noms du show business, par exemple, qui ont aussi fait le pas de parler de l'importance de la santé mentale, voire même ont été ambassadeurs de la cause au travers de leur propre expérience. Je pense à Stromae sur les idées suicidaires. Donc voilà, il y a finalement un mouvement d'ensemble qui contribue à faire qu'aujourd'hui c'est une très bonne nouvelle. On en parle plus facilement, et puis surtout le réseau qui fait connaître les structures qui aident, les ressources qui aident, se diffuse au service de ceux qui en ont besoin. Oui, en parler plus et aussi changer le regard sur le sujet. La santé mentale, ce ne sont pas que les grandes maladies mentales telles qu'on a pu le penser pendant de très longues années. Sonia Dacruz, est-ce que ce coming out dont vient de parler Franck Bellivier, vous le constatez aussi en Guyane d'un point de vue sociétal, là pour le coup, que vraiment la population de manière générale parle davantage et plus facilement de toutes ces questions-là? Oui, tout à fait. Les langues se délient. Alors en Guyane, c'est vrai qu'on sent quand même encore une réticence. Voilà, il y a quand même des tabous. On a justement un atelier très intéressant et une intervention plénière, moi en tout cas que j'attends énormément aujourd'hui, sur effectivement l'approche un petit peu des conceptions de la santé mentale en fonction des différentes communautés présentes sur le territoire. Donc on a le grand conseil coutumier qui en tout cas interviendra pour les populations bushinangé sur effectivement cette approche en fait de cette vision du monde finalement et ces représentations de la santé mentale chez les différentes communautés en Guyane, puisqu'on sait aussi que ça a un impact important. Mais c'est vrai que non, on sent tout à fait qu'on lève les tabous. D'ailleurs, on le voit, on organise des ciné-débats assez régulièrement. Oui. Et c'est vrai que lors des ciné-débats, moi, hier encore, les gens me disaient il faut poursuivre, dommage, il n'y avait pas les troubles bipolaires, on stigmatise beaucoup les troubles bipolaires. Enfin voilà, on sent la population générale vraiment qui parle vraiment avec maintenant sur vraiment certaines pathologies, avec des termes même parfois effectivement scientifiques. Enfin vraiment, on sent que les gens s'intéressent de plus en plus et vont effectivement chercher les outils, comme vous le disiez, les podcasts santé mentale. Et on remercie en Guyane, il y a eu un podcast santé mentale que Guyane Première a accompagné. Voilà, et ils souhaitent poursuivre un petit peu aussi. Donc ça nous aide énormément aussi, les passages dans les médias, à contribuer à lutter contre la stigmatisation. Franck Bellivier, sur ce point. Je voulais rajouter un point, déstigmatiser, encourager la prise de parole. Et en fait, ça nécessite de changer les représentations. Et la représentation que l'on a des grandes maladies mentales que vous avez citées, c'est que ils seront bons à rien, ils seront handicapés toute leur vie. Or, les modes de prise en charge changent. Et aujourd'hui, on a tout un mouvement, mais qui n'est pas juste une belle idée, qui est documenté scientifiquement, que le rétablissement est possible. Et ça aussi, ça contribue à changer les représentations. Le retour au travail, le retour à une vie familiale harmonieuse, tout ça c'est des objectifs atteignables.
c'est la science qui le démontre. Ça nécessite simplement de bien changer nos modes de prise en charge. Alors, cette année, les assises vont se concentrer, on va dire, sur la santé mentale des jeunes. On sait qu'énormément de troubles apparaissent entre 15 et 20 ans et la santé mentale en Guyane, elle est quand même assez alarmante. Plus de la moitié des tentatives de suicide concernent les moins de 25 ans. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là, enfance et jeunesse, Sonia Dacruz, pour les premières assises? Oui, alors c'était une évidence pour nous puisque on fait partie des rares régions effectivement de France à avoir posé comme préalable au PTSM d'emblée effectivement la priorité jeunesse, enfance et jeunesse. Alors c'est vrai que dans le décret il y a effectivement déjà des publics cibles. On ne dit pas qu'on ne traite pas les autres publics, mais ça a été vraiment une volonté de les mettre en avant. Tout à fait, d'afficher dès l'introduction du projet territorial de santé mentale effectivement dans un premier cas effectivement de la question du langage commun dont parlait tout à l'heure le professeur Bellivier, qui est éminemment importante lorsqu'on parle effectivement de relations pluridisciplinaires, et en second temps effectivement le public enfance et jeunesse, voilà, sur certains des prérequis en tout cas du PTSM. Effectivement, les acteurs de la jeunesse sont également très nombreux en Guyane. Parce que la jeunesse est aussi très importante en Guyane. C'est ce que j'allais vous dire, le tissu démographique, la démographie galopante, connue donc en Guyane, répond également, voilà, ça répond à un enjeu effectivement très très important. Donc voilà, c'était une évidence et les acteurs l'avaient réclamé. Donc c'est naturellement que le directeur général de l'ARS a décidé que ce serait effectivement le thème de ces premières assises symboliquement. 80%, il me semble, quand même, des troubles psy se déclarent entre 15 et 20 ans. On doit avoir, Franck Bellivier, une attention toute particulière aux jeunes dans le diagnostic, la prévention, pour éviter ensuite un parcours du combattant pour les futurs adultes. Exactement. En fait, on sait dans toutes ces pathologies que plus on intervient tôt, plus on est efficace et plus rapidement est obtenu le rétablissement. Donc intervenir tôt, repérer tôt et intervenir tôt, c'est extrêmement important. Et puis, entre 15 et 25 ans, le cerveau, c'est un objet c'est un organe plastique. Il est encore modifiable par des interventions. Et donc, c'est déterminant de trajectoire. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces personnes qui connaissent les premiers symptômes ou les premières difficultés psychologiques, qui ne sont pas encore des pathologies psychiques, sont à un moment très critique de leur développement. C'est là que sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan affectif, il se passe beaucoup de choses. Vont se jouer les choses. Si on rate ces rendez-vous, à ce moment, pendant cette fenêtre très critique du développement, eh bien effectivement, ça va avoir des impacts sur l'avenir professionnel, l'avenir affectif, l'avenir de l'insertion sur l'insertion sociale. Et donc intervenir dans cette fenêtre-là, c'est absolument déterminant pour la suite. Et puis en plus, il y a les aspects de fréquence. En tout cas, on s'attend à que ce soit entre 15 et 25 ans qu'émergent les troubles. Donc c'est bien sur cette tranche d'âge-là qu'il faut être particulièrement vigilant. Il y a le constat, il y a aussi les mesures concrètes à mettre en place uniquement sur le cas guyanais. Sonia Dacruz, qu'est-ce qu'on peut faire mieux à la fois sur le diagnostic, la prévention, la prise en charge de tous ces jeunes? Écoutez, c'était au cœur du sujet hier puisqu'il y avait un atelier dédié justement au repérage précoce, notamment à destination des acteurs de première ligne, c'est-à-dire le rectorat, les PMI, les villes, tous les acteurs, mission locale. Qui travaillent au quotidien avec les jeunes. Et qui peuvent, orienter plus facilement. Je pense qu'il y a un réel travail à faire entre, les professionnels de santé mentale et effectivement les acteurs de première ligne. Cet atelier était très intéressant, très dense, très riche. Comment effectivement mettre en place des actions, des formations, des actions de sensibilisation, mais surtout des formations à destination de ces acteurs de première ligne qui soient eux-mêmes sensibilisés et surtout qu'il y ait une lisibilité. On a beaucoup parlé de lisibilité des dispositifs en Guyane, puisqu'on a quand même, entre guillemets, la chance d'avoir un petit territoire, en tout cas en termes de réseau et effectivement effectivement d'acteurs. Donc l'intérêt étant de permettre une meilleure lisibilité des territoires, des dispositifs sur le territoire. Que tout le monde comprenne véritablement ce qu'il faut mettre en place, c'est à peu près ça. Que tout le monde puisse identifier tous les dispositifs qui existent pour mieux orienter les usagers. Que tout le monde, déjà dans les acteurs, puisse être au clair sur effectivement le parcours, sur dès qu'on repère ou dès qu'on peut, à qui adresser pour un diagnostic, pour poser le premier diagnostic,
c'est un petit peu l'idée. Alors ça pose aussi la question des moyens. Il y a la défenseur des droits dans son rapport annuel sur les droits de l'enfant qui a alerté le gouvernement à plusieurs reprises sur l'état de la santé mentale des jeunes, augmentation des troubles dépressifs, des phobies scolaires, les tentatives de suicide qui se sont elles aussi multipliées et une insuffisante prise en charge psychiatrique faute de moyens. Franck Bellivier, comment on améliore ça ? C'est tout simplement plus d'argent, plus de formation ? Alors on a effectivement on a beaucoup parlé finalement de ce mouvement de mobilisation qui est porteur d'espoir, mais on a aussi à composer avec une situation de démographie médicale, de démographie soignante qui est la résultante de décisions qui ont été prises dans les années 80. Autrement dit, il y a beaucoup de soignants, en particulier de médecins, qui partent aujourd'hui à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Et à un moment où, au contraire, les besoins continuent à augmenter de manière très importante. Donc il y a une difficulté structurelle ici. Et là où la Guyane a mis au point des dispositifs tout à fait intéressants, c'est justement dans ce processus de délégation de tâches. C'est-à-dire la ressource médicale est rare. Comment on fait pour s'organiser et continuer à être captif et au rendez-vous des besoins des populations, surtout lorsqu'il s'agit de publics qui sont difficiles à atteindre. Je parle des populations de l'intérieur où le réseau routier où l'accessibilité est une difficulté supplémentaire. Donc c'est là que la stratégie guyanaise de déploiement des médiateurs en santé, de délégation de tâches à des catégories professionnelles qui sont moins en tension s'opère. Donc la réponse à cette augmentation des besoins et avec une offre qui est en difficulté structurelle pour répondre, la réponse c'est de modifier les modes de prise en charge et de déléguer des responsabilités en essayant de mobiliser des ressources qui sont moins rares. On a par exemple en Guyane un tissu associatif qui est extrêmement riche et sur lequel il faut beaucoup s'appuyer et des structures sanitaires qui elles au contraire sont limite de flottabilité avec beaucoup de postes vacants, etc. Et où là, on aura beau mettre de l'argent, des moyens financiers, il faut trouver les personnes. Voilà, faut trouver les personnes. Ouais. Et on sait bien que les spécialistes de la santé mentale, ils sont débordés, et qu'on oriente les familles ou les patients vers des psychologues. Comme ça n'est pas remboursé, il y a aussi tout l'aspect social et manque de moyens. Beaucoup de personnes ne continueront pas parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre. Sonia Dacruz. Oui, on a quand même les centres médico-psychologiques avec un accueil effectivement qui est pris en charge, qui est totalement gratuit, avec effectivement des psychologues. Effectivement, c'est plutôt la ressource pédopsychiatre, psychiatre et infirmier qui pose vraiment un très gros problème. Les CMP accueillent et on prend en charge. On essaie de s'améliorer d'ailleurs sur les délais d'attente. On a eu ce débat encore hier aussi également avec pour réduire le délai. Pour réduire le délai d'attente et de prise en charge, bien sûr, mais les CMP font un travail formidable d'accompagnement avec des équipes pluridisciplinaires. Donc non, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée, le message à faire passer en tout cas à la population. Franck Bellivier, vous êtes en Guyane, vous l'avez dit, ça fait plusieurs fois que vous venez sur le territoire. On sait bien que les situations, elles sont différentes et elles sont hétérogènes entre l'Hexagone et les Outre-mer, même entre la ville et la campagne. Il faut des solutions adaptées. Dans quelle mesure, à votre niveau, vous laissez, on va dire, une certaine liberté à chaque territoire de mettre en place de son côté sa propre feuille de route, sa propre méthode? La question est très importante. Et sur les choses qui ont évolué entre ma première venue en Guyane en 2020 et ce troisième passage, c'est justement ce point-là. Comment un territoire est en capacité d'adapter une ambition nationale. Ambition nationale énoncée par un ministère qui connaît pas du tout les réalités de terrain. Et c'est ça qu'il y a de très particulier dans ce nouvel objet des politiques publiques que sont les projets territoriaux de santé mentale. Le projet territorial de santé mentale, il est à la main des acteurs locaux. Si vous relisez l'instruction du ministère de la Santé sur les projets territoriaux de santé mentale, elle donne des grandes orientations, mais elle donne les clés du camion aux acteurs locaux. Vous énoncez vos besoins, vous les priorisez. Quel est, dans les caractéristiques particulières de votre territoire, ce qui vous paraît le plus important à couvrir? Donc ce qu'on a dit sur les jeunes en Guyane il y a quelques instants, par exemple. Et à vous avec les ressources dont vous disposez, à vous de mettre au point les réponses qui vont être les plus adaptées aux besoins de votre territoire.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas 2 projets territoriaux de santé mentale identiques aux quatre coins de l'Hexagone ou dans les territoires d'outre-mer. Dernière question, et je vais la poser à tous les deux. Est-ce qu'il faut accepter que toutes ces réformes, on va dire, qui sont en train d'être mises en place, elles prendront du temps avant qu'on en voit les effets, Sonia Dacruz? Moi, je pense qu'on en voit déjà les effets, mais c'est en tout cas moi vraiment au quotidien je le vois. Moi, je le vois principalement dans la coordination des acteurs et dans du coup la répercussion directe sur la prise en charge des usagers. Oui. Enfin, là, je voyais la diversité d'acteurs présents donc hier. Voilà, ça allait effectivement de l'élu au cadre sup, en passant par l'infirmier, le psychologue, les libéraux, on les oublie. On avait pas mal de collègues, des médecines alternatives, enfin en tout cas comme on peut les appeler, des spécialistes en MDR, acupuncteurs, hypnothérapeutes qui étaient là hier, aux côtés du chef de pôle santé mentale, pédopsychiatre nommé. Élus, on a aussi mis en avant l'articulation entre le PTSM et le Centre intercommunal de santé mentale de la CACL, qui fait un travail formidable depuis des années. Et voilà, on a quand même bien, je pense, bien montré aux acteurs, ou en tout cas aux élus, aux personnes qui connaissaient moins effectivement cette feuille de route, qu'il y a une réelle articulation, c'est-à-dire les services de l'État avec les collectivités, main dans la main, articulent leur feuille de route et ça va dans le bon sens. On fait tous les mêmes constats. Dans le diagnostic, on fait les mêmes constats. Donc, effectivement, on va dans le même sens. Franck Bellivier, là-dessus. Tout n'avance pas à la même vitesse. Il y a des choses, on l'a dit, la déstigmatisation, il y a encore 5 ans, moi, je n'imaginais pas qu'on ait fait un tel saut en avant. C'est incroyable. Former un médecin, ça prend 10 ans. Donc, bien sûr, on a réouvert le numerus clausus, on va reformer plus de médecins. Les universités qui forment des médecins sont en train de s'adapter à cette augmentation des contingents d'étudiants en médecine, mais ça prend 10 ans, donc ça on aura le résultat plus tard. Il y a des mesures qui ont bien avancé sur l'accès aux psychologues pris en charge par l'assurance maladie. Je pense que la prise de conscience sur l'importance des actions sur les déterminants de santé, donc toutes les politiques de prévention, là aussi, il y a au niveau, je pense, des décideurs politiques, il y a une vraie prise de conscience. Le rôle des personnes concernées, des aidants, et l'importance de la voix portée par les patients eux-mêmes, et encourager la structuration et la représentation des personnes concernées. Là aussi, les choses avancent assez rapidement. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est en marche. Et tout ne va pas avancer à la même vitesse, mais en tout cas, les raisons d'espérer sont là. Franck Bellivier, Sonia Dacruz, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc, je le rappelle, de ces assises de la santé mentale qui se déroulent en ce moment à Cayenne. Merci encore, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.